Le soleil se couche sur l'horizon maritime, teintant l'océan d'une couleur ambrée profonde. Les vagues se déroulent lentement, comme des parchemins anciens révélant leurs secrets un à un. C'est dans ce cadre, entre le jour et la nuit, entre l'histoire documentée et les légendes murmurées, que commence notre voyage vers une époque lointaine, vers des terres que le temps a presque effacées de la mémoire collective. Nous parlons d'une période où la cartographie mondiale était incomplète, où les marges des cartes étaient décorées de créatures mythiques et d'avertissements sinistres. À cette époque, naviguer vers l'inconnu demandait plus que du courage. Cela exigeait une foi inébranlable dans les étoiles, dans les dieux et dans la robustesse des navires en bois qui transportaient ces explorateurs audacieux. L'air froid de l'Atlantique Nord porte avec lui des histoires anciennes, des récits de navigateurs nordiques qui, bien avant que Christophe Colomb ne mette les voiles en 1492, avaient déjà foulé le sol du continent américain. Ces hommes, que nous connaissons aujourd'hui sous le nom de Vikings, n'étaient pas simplement des guerriers féroces, comme on les dépeint souvent. Ils étaient aussi des marins exceptionnels, des commerçants avisés, des conteurs et des explorateurs. Dans leur longue maison, pendant les hivers interminables du Nord, ils partageaient des sagas, des récits épiques transmis de génération en génération, préservant la mémoire de leurs voyages extraordinaires. La lumière s'estompe progressivement sur l'océan, laissant place à une obscurité veloutée parsemée d'étoiles. Ces mêmes étoiles qui, il y a plus de 1000 ans, guidaient les dracars à travers les eaux tumultueuses. Le bruit rythmique des vagues contre la coque en bois, le craquement des rames, le vent s'engouffrant dans les voiles carrées, telle était la symphonie qui accompagnait ces voyageurs vers l'inconnu. Le froid mordant, la menace constante des tempêtes, la perspective d'un voyage sans retour, rien de tout cela ne les dissuadait, car dans leur culture, dans leur cosmologie, le destin d'un homme était déjà écrit par les nornes, ces divinités qui tissaient le fil de la vie. Et si le destin d'un homme était de découvrir de nouvelles terres, alors ni les tempêtes, ni les monstres marins, ni même les dieux ne pouvaient l'en empêcher. Nos pensées dérivent vers ces navires élancés, glissant sur la surface de l'océan comme des fantômes, portés par le courant et le vent. À bord, des hommes au visage buriné par le sel et le soleil scrutent l'horizon, à la recherche d'un signe, d'un indice qui trahirait la présence d'une terre. Les jours se fondent en semaines. Les étoiles familières cèdent la place à de nouvelles constellations. Et puis, un matin, une ligne sombre apparaît à l'horizon. Ce n'est pas une illusion, ce n'est pas un nuage bas ou un banc de brouillard. C'est une terre que nul Européen n'avait vue auparavant. Le temps s'est écoulé depuis ses premiers contacts, effaçant presque entièrement les traces de ces rencontres primitives. Pourtant, dans les couches profondes du sol américain, dans les récits obscurs des peuples autochtones, dans les sagas islandaises écrites des siècles plus tard, des indices subsistent. Ils nous racontent une histoire fascinante, une histoire qui défie la chronologie traditionnelle des découvertes européennes. Une histoire qui nous rappelle que l'aventure humaine est complexe, interconnectée, et souvent plus ancienne que nous ne le pensons. L'obscurité s'approfondit maintenant, enveloppant le monde dans un silence contemplatif. C'est dans ce silence que nous commençons à entendre les échos du passé, les murmures des anciens, les récits de terres lointaines nommées Helluland, Markland et Vinland. Des terres de pierre, de forêts et de vignes. Des terres où les Vikings ont brièvement établi des colonies, ont commercé avec les peuples locaux, ont affronté des défis insurmontables, avant de finalement retourner vers leurs fjords familiers, laissant derrière eux un chapitre presque oublié de l'histoire. Fermons les yeux et laissons-nous porter par les courants du temps, remontant les siècles jusqu'à l'époque où l'histoire et le mythe se confondaient, où les frontières du monde connu étaient floues, où des hommes et des femmes extraordinaires ont osé naviguer vers l'inconnu, portés par le vent du destin. La terre s'élève abruptement de la mer,
formant des falaises escarpées qui semblent défier l'océan lui-même. Des fjords profonds s'enfoncent dans le continent comme les doigts d'un géant, créant des havres naturels protégés des tempêtes de l'Atlantique. Le ciel, souvent gris et lourd, se reflète dans les eaux calmes de ces baies, créant un miroir parfait qui double visuellement la majesté du paysage. C'est la Scandinavie, berceau des peuples nordiques, terre de contraste et de beauté sauvage. Les forêts denses de pins et de sapins descendent jusqu'au rivage, leurs silhouettes sombres se détachant contre le ciel pâle. En hiver, la neige recouvre tout d'un manteau immaculé et la lumière est rare, précieuse. Les journées sont courtes, les nuits interminables. C'est pendant ces longues nuits d'hiver que la tradition orale prend toute son importance. Dans les longues maisons, autour du feu central qui projette des ombres dansantes sur les murs en bois, les anciens racontent des histoires de dieux et de géants, de héros et de monstres, mais aussi d'ancêtres courageux qui ont navigué vers des terres inconnues. En été, c'est l'inverse. Le soleil semble ne jamais vouloir se coucher, offrant des journées qui s'étirent presque indéfiniment. La nature explose dans une orgie de vie, comme pour compenser la longue léthargie hivernale. C'est la saison des voyages, des raids, des explorations. C'est le moment où les dracars quittent les fjords protecteurs pour s'aventurer sur la vaste mer. La société nordique qui a produit ces explorateurs intrépides était complexe, stratifiée, mais aussi remarquablement adaptable. Au sommet se trouvait les jarls, l'aristocratie guerrière qui possédait les terres et commandait les hommes. Puis venaient les carls, les hommes libres, fermiers, artisans, marchands. Enfin, les thralls, les esclaves, souvent des prisonniers de guerre ou leurs descendants. Mais cette structure n'était pas rigide. Un thrall pouvait gagner sa liberté. Un carl pouvait s'élever au rang de jarl par ses exploits ou sa richesse. La société valorisait le courage, l'honneur, la loyauté, mais aussi l'indépendance et l'initiative personnelle. La religion nordique imprégnait tous les aspects de la vie. Odin, le dieu borgne de la sagesse et de la guerre. Thor, le dieu du tonnerre et protecteur de l'humanité. Frère et Freyja, divinité jumelle de la fertilité et de l'abondance. Loki, le rusé fauteur de troubles. Ces figures mythiques n'étaient pas de lointaines abstractions, mais des présences vivantes dans l'esprit des Nordiques. Les phénomènes naturels, l'éclair qui fend le ciel, le grondement du tonnerre, les aurores boréales qui dansent dans la nuit polaire, étaient interprétés comme des manifestations divines. Le monde était plein de magie, de signes à déchiffrer, de présages à interpréter. Mais les Nordiques étaient aussi des pragmatiques. Leur survie dans cet environnement rude dépendait de leur capacité à observer, à comprendre et à s'adapter. Ils étaient d'excellents navigateurs, utilisant le soleil, les étoiles, la direction des vents et des courants, l'observation des oiseaux et même la couleur de l'eau pour se guider. Ils avaient développé une technologie navale sans égale pour l'époque. Leurs navires, les fameux dracars, étaient des merveilles d'ingénierie nautique. Légers, rapides, manœuvrables, avec un faible tirant d'eau qui leur permettait de remonter les rivières, ces vaisseaux étaient parfaitement adaptés à l'exploration côtière et fluviale. La construction d'un drakkar était un art qui se transmettait de génération en génération. Les meilleures chaînes étaient sélectionnées, abattues au moment propice, séchées pendant des années. Chaque planche était soigneusement fendue suivant le fil du bois, puis façonnée à la hache et à l'herminette. Les planches se chevauchaient légèrement, créant une coque à clin qui combinait flexibilité et robustesse. Des rivets en fer assuraient la solidité de l'ensemble. Une quille droite, une étrave et une poupe élevée donnaient au navire sa silhouette caractéristique. Une voile carrée en laine tissée, parfois teinte en rouge ou rayée, captait le vent. Et quand le vent faiblissait, les rames prenaient le relais, jusqu'à 30 paires sur les plus grands vaisseaux. À bord,
La vie était spartiate. L'espace était limité, l'intimité inexistante. Les hommes dormaient où ils pouvaient, enroulés dans leurs capes, utilisant leurs boucliers comme oreillers. La nourriture était simple, poissons séchés, viande fumée, pain dur, le tout accompagné de bière ou d'eau douce stockée dans des tonneaux. Les journées étaient rythmées par les quarts, les manœuvres, les observations. Et le soir, quand le temps le permettait, les hommes se rassemblaient pour écouter le skald, le poète, le gardien de la mémoire collective, réciter des vers qui racontaient les exploits des ancêtres ou les aventures des dieux. C'est dans ce contexte culturel, social et technologique qu'il faut comprendre l'expansion viking. Ce n'était pas simplement une série de raids motivés par la cupidité ou la soif de sang, comme l'historiographie chrétienne médiévale l'a souvent dépeint. C'était un phénomène complexe, aux causes multiples, pression démographique, lutte de pouvoir interne, changement climatique, opportunités commerciales, désir d'aventure et de gloire. Et surtout, c'était l'expression d'une culture maritime profondément ancrée, pour qui la mer n'était pas une barrière, mais une autoroute vers de nouvelles possibilités. L'expansion viking a commencé au 8e siècle de notre ère et s'est poursuivie pendant près de 3 siècles. Elle a suivi 3 directions principales. Vers l'est, les Suédois ont navigué sur la Baltique, puis emprunté les fleuves russes pour atteindre la mer Noire et la mer Caspienne, établissant des routes commerciales avec Byzance et le monde islamique. Vers le sud, les Danois ont exploré les côtes de la France, de l'Angleterre, de l'Irlande, pénétrant même en Méditerranée. Et vers l'ouest et le nord-ouest, les Norvégiens ont colonisé les îles Shetland, les Orcades, les Hébrides, l'Écosse, l'Irlande et finalement l'Islande, le Groenland et l'Amérique du Nord. Cette dernière route, la route occidentale, est celle qui nous intéresse particulièrement, car c'est elle qui a mené à la découverte du Vinland, cette terre mystérieuse au-delà de l'océan, que les sagas nordiques décrivent comme riche en ressources naturelles, habitée par des peuples étrangers, et pourtant finalement abandonnée par ces découvreurs européens. Le vent se lève maintenant, agitant la surface de l'eau, créant des motifs hypnotiques de lumière et d'ombre. Il semble murmurer des noms. Éric le Rouge, Leif Erikson, Thorfinn Karlsefni, des noms qui résonnent à travers les siècles, des noms associés à des voyages extraordinaires, à des découvertes qui ont précédé de 5 siècles celles de Colomb. Laissons-nous porter par ce vent, suivons ces navigateurs intrépides dans leur progression vers l'ouest, étape par étape, île par île, jusqu'à ce qu'ils atteignent finalement les rivages du continent américain. L'océan Atlantique Nord s'étend comme un vaste désert liquide, ses eaux froides et grises se fondant avec le ciel à l'horizon. Pour les marins modernes, équipés de GPS, de radars et de moteurs puissants, traverser cet océan est devenu presque routinier. Mais pour les navigateurs du Xe siècle, c'était un défi d'une autre ampleur. Pourtant, les Vikings ne se sont pas lancés directement dans cette traversée redoutable. Ils ont progressé graduellement, établissant une série d'étapes, comme un escalier géant menant vers l'ouest. La première marche de cet escalier était constituée par les îles britanniques. Dès la fin du 8e siècle, les raids vikings sur les monastères côtiers d'Angleterre, d'Écosse et d'Irlande avaient commencé. Ces raids se sont progressivement transformés en occupations permanentes. Dans le nord et l'est de l'Angleterre, le Danelaw, la région sous loi danoise, a été établi. En Écosse, les Norvégiens ont colonisé les Orcades, les Shetland, les Hébrides et une partie de la côte. En Irlande, ils ont fondé Dublin, Waterford, Wexford, des comptoirs commerciaux qui sont devenus des villes florissantes. Ces établissements ont servi de base avancée pour des explorations plus lointaines. La deuxième marche était les îles Féroé, un archipel de 18 îles volcaniques situées à mi-chemin entre la Norvège et l'Islande. Ces îles, balayées par les vents, entourées de falaises abruptes, étaient probablement connues des moines irlandais avant l'arrivée des Vikings. Mais ce sont les Norvégiens qui s'y sont installés de façon permanente,
vers l'an 800. Le nom même de l'archipel, Fereyjar, en vieux norrois, signifie île des moutons, témoignant de l'importance de l'élevage ovin dans l'économie locale. Les Féroé offraient un point de relâche crucial pour les navires se dirigeant vers l'ouest, un endroit où l'on pouvait se ravitailler en eau douce, réparer les avaries, attendre des conditions météorologiques plus favorables. La troisième marche, et sans doute la plus importante, était l'Islande. Cette grande île, située juste au sud du cercle polaire arctique, était un monde en soi. Un monde de contrastes violents, glaciers immenses et volcans actifs, sources chaudes et rivières glacées, étés lumineux et hivers ténébreux. Comme les Féroé, l'Islande était probablement connue des moines irlandais, les fameux papars, mentionnés dans les sources islandaises, avant que les Vikings n'y arrivent. La colonisation norvégienne a commencé sérieusement vers 870, sous la direction de chefs comme Ingolf Ragnarsson, traditionnellement considéré comme le premier colon permanent. L'Islande représentait bien plus qu'une simple étape dans l'expansion viking. C'était un nouveau départ, une opportunité de créer une société selon leurs propres termes. Loin de l'autorité grandissante des rois de Norvège, les colons islandais ont établi un système politique unique, l'Althing, souvent décrit comme le plus ancien parlement encore existant. C'était une assemblée de chefs locaux qui se réunissaient chaque été à Thingvellir, un site remarquable où la plaque tectonique nord-américaine et la plaque eurasienne se rencontrent, créant une vallée de failles spectaculaire. Là, les lois étaient récitées de mémoire par le Lögsegumadr, le diseur de lois. Les disputes étaient réglées, les alliances étaient formées et rompues. L'Islande est aussi devenue un centre culturel majeur du monde nordique. C'est là que les sagas ont été composées et écrites. Ces récits en prose qui constituent l'un des trésors littéraires du Moyen-Âge européen. Les sagas islandaises, avec leur style réaliste, leur psychologie complexe, leur mélange de faits historiques et de fiction artistique, nous offrent une fenêtre unique sur le monde viking. Et parmi ces sagas, deux en particulier, la saga d'Éric le Rouge et la saga des Groenlandais, contiennent des informations précieuses sur les voyages vikings vers le Groenland et au-delà. La quatrième marche de l'escalier était le Groenland, cette immense île recouverte de glace qui constitue géographiquement une partie de l'Amérique du Nord. L'histoire de sa découverte et de sa colonisation est intimement liée à la figure d'Éric Thorvaldsson, mieux connu sous le nom d'Éric le Rouge. Né en Norvège vers 950, Éric a été forcé de quitter son pays natal suite à un meurtre. Il s'est installé en Islande, mais son tempérament violent l'a à nouveau mis en difficulté. Banni pour 3 ans, il a décidé de mettre ce temps à profit pour explorer les terres dont on parlait à l'ouest. Vers 982, Éric a navigué vers l'ouest et a découvert une terre qu'il a nommée Grönland, la terre verte. Ce nom était-il une astuce de marketing précoce, comme le suggèrent certaines sources, destinée à attirer des colons vers une terre qui était en réalité largement couverte de glace? Ou reflétait-il honnêtement l'aspect des fjords du sud-ouest du Groenland, qui sont effectivement verdoyants en été? La question reste ouverte. Ce qui est certain, c'est qu'Éric est retourné en Islande à la fin de son bannissement et a organisé une flotte de 25 navires pour coloniser cette nouvelle terre. Seulement 14 de ces navires sont arrivés à destination. Mais ils ont suffi à établir les bases d'une colonie qui allait durer près de 5 siècles. Les Vikings se sont installés dans 2 régions principales du Groenland. L'établissement oriental, Eisribygd, dans l'actuel district de Qaqortoq, et l'établissement occidental, Vestribygd, près de l'actuel Nuuk. Ces noms sont trompeurs. Les 2 colonies étaient situées sur la côte sud-ouest de l'île, et l'orientale n'était à l'est que par rapport à l'occidental. À leur apogée, ces colonies comptaient peut-être jusqu'à 4000 habitants répartis dans plusieurs centaines de fermes. L'économie reposait sur l'élevage. Bovins, ovins, caprins, complétés par la chasse, caribous, phoques, morses, ours polaires et la pêche. Les Groenlandais vivaient à la limite de ce qui était possible pour une société agricole médiévale.
Le climat était marginal pour l'agriculture. Seule l'orge pouvait être cultivée, et pas toujours avec succès. La saison de croissance était courte, les ressources en bois limitées. Pourtant, ils ont survécu et même prospéré pendant un temps, construisant des églises, entretenant des contacts commerciaux avec l'Islande et la Norvège, développant une culture matérielle unique qui combinait des éléments européens et des adaptations aux conditions locales. La cinquième et dernière marche de cet escalier vers l'ouest était constituée par les terres au-delà du Groenland, les terres que les sagas nomment Helluland, Markland et Vinland. C'est cette étape finale qui nous intéresse particulièrement, car elle représente le premier contact vérifiable entre Européens et Amérindiens, près de 5 siècles avant Colomb. Mais avant d'explorer ces découvertes en détail, il est important de comprendre les sources qui nous renseignent sur ces voyages. Notre connaissance des explorations vikings en Amérique du Nord repose sur 2 types de sources principales. D'une part, les sources écrites, essentiellement les 2 sagas mentionnées précédemment, complétées par quelques mentions brèves dans d'autres textes médiévaux. D'autre part, les preuves archéologiques, les vestiges matériels laissés par les Vikings sur le sol américain. Les sagas ont été écrites en Islande au XIIIe siècle, soit environ 200 ans après les événements qu'elles décrivent. Elles combinent des faits historiques transmis oralement de génération en génération, avec des éléments fictifs ajoutés pour les faits dramatiques. Elles ne sont pas des chroniques historiques au sens moderne, mais plutôt des œuvres littéraires ancrées dans la réalité historique. Les 2 sagas qui nous concernent présentent des versions parfois contradictoires des mêmes événements, ce qui complique la tâche des historiens. Quant aux preuves archéologiques, elles sont limitées mais convaincantes. Le site de Lanceau Meadows, à la pointe nord de Terre-Neuve, découvert et fouillé par l'archéologue norvégien Helge Ingstad et son épouse Anne Steen Ingstad dans les années 1960, constitue la preuve irréfutable d'une présence nordique en Amérique du Nord vers l'an 1000. D'autres sites potentiels ont été proposés, mais aucun n'a été confirmé avec la même certitude. En combinant ces 2 types de sources et en les interprétant à la lumière de nos connaissances sur la géographie, le climat et les cultures de l'époque, nous pouvons reconstituer, au moins dans ses grandes lignes, l'histoire fascinante des voyages Vikings vers l'Amérique. Le vent a fraîchi, poussant les nuages à travers le ciel. La lumière change, créant des motifs mouvants sur la surface de l'eau. Il est temps maintenant de suivre les Vikings dans leur dernière étape, de franchir avec eux l'Atlantique Nord pour atteindre les rivages du Nouveau Monde. La brume s'élève lentement de la surface de l'océan, révélant un navire solitaire qui fend les eaux grises. Sa proue sculptée en forme de dragon semble flairer le vent, cherchant une terre invisible au-delà de l'horizon. À bord, une trentaine d'hommes scrutent anxieusement la ligne floue où le ciel rencontre la mer. Parmi eux se trouve un jeune chef à la chevelure rousse, Leif Erikson, fils d'Éric le Rouge, héritier d'une tradition d'exploration audacieuse. Nous sommes aux alentours de l'an 1000 et nous assistons à ce qui est probablement le premier voyage intentionnel d'Européens vers l'Amérique du Nord. L'histoire de ce voyage nous est parvenue principalement à travers 2 sagas, la saga d'Éric le Rouge et la saga des Groenlandais. Ces 2 récits diffèrent sur plusieurs points importants, notamment sur la question de savoir si Leif a découvert le Vanland par accident, ou s'il est parti délibérément à la recherche d'une terre aperçue précédemment par un autre navigateur. La saga des Groenlandais attribue la première observation du continent américain à Bjarni Herjolfsson, un marchand qui, en tentant de rejoindre le Groenland depuis l'Islande en 986, aurait été dévié de sa route par des vents contraires et aurait aperçu une terre boisée à l'ouest. N'ayant pas accosté, il aurait simplement rapporté son observation à son retour au Groenland. La saga d'Éric le Rouge, en revanche, fait de Leif le découvreur initial, suggérant qu'il aurait trouvé ces terres en revenant de Norvège, dévié de sa route comme Bjarni dans l'autre récit. Quelle que soit la version correcte, il semble que vers l'an 1000, Leif ait organisé une expédition spécifiquement destinée à explorer ces terres occidentales.
il aurait acheté le navire de Bjarni et recruté un équipage de 35 hommes. Son père, Éric le Rouge, devait initialement diriger l'expédition, mais un mauvais présage, il tomba de cheval en se rendant au navire, l'en dissuada. Leif prit donc le commandement et mit les voiles vers l'ouest. Suivant la route décrite par Bjarni, ou découverte par lui-même lors d'un voyage précédent, Leif atteignit d'abord une terre de pierre plate qu'il nomma Helluland, la terre des dalles de pierre. Les descriptions dans les sagas correspondent à la côte désolée et rocheuse du Labrador ou de l'île de Baffin. Continuant vers le sud, il découvrit ensuite une terre boisée avec des plages de sable blanc qu'il appela Markland, la terre des forêts. Cette description évoque la côte forestière du Labrador méridional ou de Terre-Neuve. Enfin, poursuivant toujours vers le sud, Leif et son équipage atteignirent une terre plus clémente où, selon les sagas, ils trouvèrent des vignes sauvages et du blé auto-semé, probablement du riz sauvage. Leif nomma cet endroit Vinland, la terre du vin ou la terre des vignes. L'équipage décida d'hiverner dans cette terre prometteuse. Ils construisirent des maisons, des structures simples, probablement similaires à celles découvertes à Lance aux Meadows, des bâtiments rectangulaires aux murs de tourbe sur une armature en bois, avec un toit également en tourbe soutenu par des poteaux centraux. À l'intérieur, un foyer central fournissait chaleur et lumière, tandis que des banquettes le long des murs servaient de siège pendant la journée et de lit la nuit. Ces habitations, bien isolées par l'épaisseur de la tourbe, offraient une protection efficace contre le froid hivernal. Pendant leur séjour, les hommes de Leif explorèrent les environs, collectant des échantillons des ressources locales. Un jour, raconte la saga, l'un des membres de l'équipage, un Allemand du Sud nommé Tyrkir, s'égara. Quand il revint au camp, il était dans un état d'excitation extrême. Il avait découvert des vignes sauvages et des raisins, une ressource précieuse pour des Scandinaves habitués à importer le vin à grands frais d'Europe continentale. Cette découverte aurait confirmé le potentiel de cette nouvelle terre et inspiré son nom. Au printemps, ayant chargé leurs navires de bois, une ressource rare au Groenland, et d'autres produits locaux, Leif et ses hommes reprirent la mer vers l'est. Sur le chemin du retour, ils sauvèrent un groupe de naufragés, ce qui valut à Leif le surnom de l'heureux ou le chanceux Leifr in Epni en vieux norrois. De retour au Groenland, les récits de Leif sur cette terre d'abondance suscitèrent un intérêt considérable. Son frère Thorvald fut le premier à organiser une expédition de suivi. Utilisant le même navire et probablement guidé par certains des hommes qui avaient accompagné Leif, Thorvald retourna au Vinland avec un équipage de 30 hommes. Ils s'installèrent dans les mêmes bâtiments que Leif avait construits et passèrent 2 hivers à explorer la côte, vers le sud puis vers le nord. C'est pendant ces explorations que se produisit le premier contact documenté entre Européens et habitants du Nouveau Monde. Un contact qui tourna tragiquement à la violence. Un jour, l'équipage découvrit 3 embarcations de peaux retournées sur la plage et, sous chacune d'elles, 3 hommes. Dans un acte d'agression inexpliqué, les Vikings tuèrent 8 de ces hommes, le 9e parvenant à s'échapper. Plus tard, ce survivant revint avec des renforts et une bataille s'ensuivit. Thorvald fut mortellement blessé par une flèche et fut enterré sur place, sur un promontoire qu'il avait lui-même désigné comme un bel endroit pour s'établir. Ces hommes retournèrent au Groenland l'été suivant, porteurs de nouvelles à la fois prometteuses sur la terre elle-même et inquiétantes sur ses habitants. Le 3e frère Eriksson, Thorstein, organisa alors sa propre expédition, accompagné de sa femme Gudrid. Mais cette tentative fut un échec. Des tempêtes les empêchèrent d'atteindre le Vinland et les forcèrent à hiverner dans une partie isolée du Groenland, où Thorstein mourut d'une maladie mystérieuse. Gudrid, veuve, retourna à l'établissement oriental. L'expédition suivante, et la plus ambitieuse, fut organisée par Thorfinn Karlsefni, un riche marchand islandais qui avait épousé Gudrid après la mort de Thorstein.
Vers 1009, Karlsefni mit les voiles avec 3 navires, 60 hommes, 5 femmes, du bétail et toutes les provisions nécessaires pour établir une colonie permanente. Ce n'était plus une simple exploration ou une collecte de ressources. C'était une véritable tentative de colonisation. Karlsefni et son groupe passèrent 3 années au Vinland. Ils établirent un campement, probablement dans la même zone que Leif et Thorvald avant eux. Ils explorèrent les environs, commercèrent avec les autochtones, que les sagas appellent « Skrellings », un terme dont l'étymologie est discutée mais qui semble avoir une connotation péjorative. Ces échanges commencèrent pacifiquement. Les Nordiques troquaient du lait et des produits laitiers contre des fourrures, mais dégénérèrent en violence. Apparemment suite à un incident impliquant un taureau qui effraya les autochtones. Les affrontements qui s'ensuivirent, bien que décrits de façon probablement exagérée dans les sagas, qui parlent de milliers d'adversaires, semblent avoir convaincu Karlsefni que la colonie n'était pas viable face à l'hostilité locale. Malgré la naissance de son fils Snorri, le premier Européen connu né en Amérique, Karlsefni décida de renoncer et de retourner au Groenland. Après le départ de Karlsefni, une dernière expédition majeure fut organisée par Freydis, fille illégitime d'Éric le Rouge et demi-sœur de Leif. Les sagas la dépeignent comme une femme à la personnalité trouble, cupide et violente. Son expédition, menée en partenariat avec 2 frères islandais, Helgi et Finnbogi, aurait été marquée par des conflits internes culminant dans le meurtre des frères et de leur équipage par Freydis et ses hommes. Bien que ce récit soit probablement dramatisé pour des raisons littéraires, il reflète peut-être les tensions et les difficultés réelles qui ont accompagné ces tentatives de colonisation. Après ces 4 ou 5 expéditions principales, qui se sont toutes déroulées dans une période relativement courte, probablement entre l'an 1000 et 1015 environ, il semble que les voyages organisés vers le Vinland aient cessé. Les sagas mentionnent des voyages occasionnels ultérieurs pour collecter du bois, mais aucune autre tentative de colonisation permanente n'est documentée. Ainsi s'achève, dans les sources écrites, l'histoire de la découverte et de l'exploration du Vinland par les Vikings. Une histoire remarquable de courage et d'aventure, mais aussi une histoire d'échec, l'échec de la première tentative européenne d'établissement en Amérique du Nord. Un échec qui allait reporter de 5 siècles l'intégration du continent américain dans le réseau global des échanges humains. Mais les sagas ne sont pas notre seule source d'information. L'archéologie a apporté des preuves tangibles qui confirment et complètent ces récits. Et c'est vers ces preuves que nous allons maintenant tourner notre attention, pour donner de la substance à ces histoires transmises à travers les siècles. Le brouillard s'accroche aux collines basses qui entourent la baie. Une fine pluie tombe sans discontinuer, créant un voile gris qui estompe les contours du paysage. Nous sommes à l'extrémité nord de l'île de Terre-Neuve, à l'endroit même où il y a plus de 1000 ans, des hommes venus de l'Est ont posé pour la première fois le pied sur le continent américain. Un lieu qui était resté anonyme pendant des siècles, jusqu'à ce que l'archéologie révèle son secret. En 1960, l'explorateur et écrivain norvégien Helge Ingstad et son épouse, l'archéologue Anne Steen Ingstad, débarquaient dans le petit village de pêcheurs de Lance au Midose, à la pointe nord de Terre-Neuve. Ils étaient à la recherche du Vinland, la terre mystérieuse décrite dans les sagas nordiques. Guidés par les descriptions géographiques contenues dans ces textes anciens et par leur propre intuition, ils avaient exploré méthodiquement la côte est de l'Amérique du Nord, de la Nouvelle-Angleterre au Labrador. À Lance aux Meadows, leur quête prit un tournant décisif. Un habitant local, George Decker, les conduisit vers un site que les résidents appelaient les anciennes huttes indiennes, un ensemble de monticules Airbus qui semblait trop régulier pour être naturel. Helge Ingstad, avec son œil exercé d'explorateur, reconnut immédiatement des caractéristiques qui évoquaient les ruines de maisons nordiques qu'il avait vues au Groenland et en Islande. Un sondage préliminaire révéla des artefacts prometteurs. L'année suivante, Anne Steen Ingstad
revint avec une équipe internationale pour entreprendre des fouilles systématiques. Ce qu'ils découvrirent au cours des 7 saisons de fouilles qui suivirent transforma notre compréhension de l'histoire des contacts transatlantiques. Sous les monticules Airbus se cachaient les vestiges de 8 bâtiments construits dans un style indiscutablement nordique. Des structures rectangulaires, aux murs de tourbe, posées sur une armature en bois, avec des toits également en tourbe soutenus par des poteaux intérieurs. Ces bâtiments étaient disposés en 3 complexes distincts, chacun comprenant une grande maison et des structures plus petites qui semblaient être des ateliers. L'une de ces structures plus petites s'avéra particulièrement révélatrice, une forge où le fer avait été travaillé. Les fouilleurs y trouvèrent des scories de fer, des fragments de charbon de bois et même un petit lingot de fer. Or, la technologie du fer était inconnue des peuples autochtones de cette région à cette époque. C'était une signature culturelle indiscutablement européenne. D'autres artefacts confirmèrent la nature nordique du site. Une épingle en bronze du type utilisé par les femmes scandinaves pour fixer leur châle, une pierre à aiguiser d'un type courant dans les sites vikings et une perle en verre. La datation au carbone 14 des morceaux de bois et de charbon trouvés sur le site indiqua une occupation aux alentours de l'an 1000. Exactement la période décrite dans les sagas pour les voyages au Vinland. L'ensemble des preuves était si convaincant que L'Anse aux Meadows fut reconnu par l'UNESCO comme site du patrimoine mondial en 1978, avec la désignation officielle de premier site établi par des Européens en Amérique du Nord. Mais si l'origine nordique du site ne fait aucun doute, sa fonction exacte et son identification avec les lieux mentionnés dans les sagas restent sujets à débat. L'Anse aux Meadows est-il le Vinland des sagas, ou Leifsbudir, le campement établi par Leif Erikson, ou encore Stromfjord, la base de Thorfinn Karlsefni. Le site lui-même offre quelques indices. Sa taille est modeste. Les 8 bâtiments n'auraient pu abriter qu'une 60aine à 80 personnes au maximum. L'absence de structure d'étable suggère qu'aucun bétail n'y a été gardé en permanence. La forge, en revanche, indique une activité de réparation navale, le fer étant essentiel pour fabriquer et réparer les rivets qui maintenaient ensemble les planches des navires vikings. Des analyses palynologiques, études des pollens fossilisés, ont révélé qu'il n'y avait pas de culture céréalière à proximité immédiate. Tous ces éléments suggèrent que l'Anse aux Meadows n'était pas une colonie agricole permanente, mais plutôt une base d'exploration et un atelier de réparation navale, une sorte de camp de base, à partir duquel des expéditions plus poussées pouvaient être lancées. La localisation du site correspond bien à cette hypothèse. Situé à l'extrémité nord de Terre-Neuve, à l'entrée du détroit de Belle Isle, qui sépare Terre-Neuve du Labrador continental, L'Anse aux Meadows occupe une position stratégique sur la route maritime, longeant la côte est de l'Amérique du Nord. C'est un point d'entrée naturel pour des explorateurs venant du Groenland et cherchant à pousser plus au sud, vers des terres plus clémentes. Mais si L'Anse aux Meadows n'était qu'une base avancée, où se trouvait donc le véritable Vinland, cette terre de vignes et d'abondance décrite dans les sagas? Les opinions des chercheurs divergent sur cette question. Certains situent le Vinland proprement dit à Terre-Neuve même, arguant que des vignes sauvages, Vitis riparia, poussent dans les parties méridionales de l'île, et que le blé auto-semé mentionné dans les sagas pourrait être du riz sauvage, Zizania aquatica, qui pousse dans les marécages côtiers. D'autres placent le Vinland plus au sud, dans le golfe du Saint-Laurent, en Nouvelle-Écosse, ou même jusqu'en Nouvelle-Angleterre, où les vignes sauvages sont plus abondantes. Cette dernière hypothèse est soutenue par des descriptions dans les sagas qui suggèrent un climat plus doux que celui de Terre-Neuve. Les sagas mentionnent que le bétail pouvait paître en extérieur tout l'hiver, ce qui n'est guère possible dans le climat rigoureux de Terre-Neuve. Elles parlent aussi de journées d'hiver plus longues qu'au Groenland, ce qui indiquerait une latitude plus méridionale. Une théorie intéressante, proposée par l'archéologue Birgitta Wallace,
suggèrent que le Vinland n'était pas un lieu précis, mais une région s'étendant du détroit de Belle Isle jusqu'à l'est du Nouveau-Brunswick et possiblement jusqu'au nord-est de la Nouvelle-Écosse. Dans cette optique, l'Anse aux Meadows aurait été la porte d'entrée nord du Vinland, servant de base pour des explorations plus au sud dans le golfe du Saint-Laurent. Cette théorie s'accorde bien avec les récentes analyses de la navigation viking. Les expériences modernes, avec des répliques de navires vikings, ont montré qu'avec des vents favorables, un drakkar pouvait parcourir plus de 150 km par jour. En 3 jours de navigation, les explorateurs basés à l'Anse aux Meadows auraient pu atteindre le sud du golfe du Saint-Laurent, une région où les vignes sauvages sont effectivement présentes et où le climat est nettement plus doux. Les vestiges archéologiques de l'Anse aux Meadows nous en disent long également sur la vie quotidienne de ces premiers Européens en Amérique. Les foyers dans les maisons longues ont livré des restes de repas. Os de phoque, de baleine, de castor, de saumon, témoignant d'une alimentation largement basée sur les ressources marines et la chasse. Des aiguilles en os et des fusailloles, poids de fuseaux, indiquent que des femmes étaient présentes et pratiquaient le filage et la couture. Des outils en pierre et en fer montrent la polyvalence technologique de ces explorateurs. La durée d'occupation du site semble avoir été relativement brève, peut-être une dizaine d'années au total, avec des périodes d'abandon entre les différentes expéditions. Cette chronologie correspond bien à celle suggérée par les sagas, qui situent tous les voyages connus au Vinland dans une période d'environ 15 ans. L'abandon final du site, et plus généralement l'abandon du projet de colonisation du Vinland, reste un sujet de spéculation. Les sagas suggèrent que l'hostilité des populations autochtones, les Skrellings, a joué un rôle déterminant. Mais d'autres facteurs ont probablement contribué. La distance considérable qui séparait le Vinland du Groenland, environ 3000 km de navigation périlleuse. Le petit nombre de colons potentiels, la population totale du Groenland, Viking n'a jamais dépassé quelques milliers. Et peut-être des priorités changeantes au sein de la société nordique, notamment l'influence croissante du christianisme qui privilégiait les liens avec l'Europe plutôt que des aventures dans l'Ouest. Lointain, quelles qu'en soient dans les raisons, l'aventure viking en Amérique du Nord s'est terminée presque aussi soudainement qu'elle avait commencé. L'Anse aux Meadows a été abandonnée, et bien que des voyages occasionnels pour collecter du bois aient pu continuer pendant un certain temps, aucune autre tentative sérieuse de colonisation n'a été entreprise. Le souvenir de ces terres occidentales s'est progressivement estompé, survivant principalement dans les sagas qui, pendant des siècles, ont été considérées par beaucoup comme de simples légendes. Mais aujourd'hui, grâce aux découvertes archéologiques de l'Anse aux Meadows et à une relecture attentive des sagas à la lumière de ces découvertes, nous pouvons affirmer avec certitude que les Vikings ont bien atteint l'Amérique du Nord. 5 siècles avant Colomb. Cette réalité historique nous invite à reconsidérer l'histoire des contacts transatlantiques et à réfléchir sur ce qui aurait pu se passer si cette première tentative de colonisation européenne avait réussi. La pluie s'est arrêtée maintenant. Un vent léger dissipe les dernières brumes, révélant le paysage austère de l'Anse aux Meadows. Collines basses couvertes d'herbe et de mousse, plages de galets gris, eau sombre de l'Atlantique à l'horizon. C'est un lieu qui semble exister hors du temps, où le présent et le passé millénaire se rejoignent. Debout sur ce rivage, il n'est pas difficile d'imaginer un drakkar apparaissant soudain dans la baie, ses rames battant l'eau en cadence, sa voile carrée gonflée par le vent du large. Le soleil se couche sur une plage de galets, ses derniers rayons teintant de rouge l'écume des vagues. Sur la grève, 2 groupes d'hommes se font face. D'un côté, des Européens aux cheveux clairs, vêtus de laine et de cuir, armés d'épées et de haches. De l'autre, des autochtones aux traits asiatiques, portant des vêtements de peau, tenant des arcs et des lances. 2 mondes qui s'étaient développés séparément pendant des millénaires se rencontrent pour la première fois. C'est une scène que nous ne pouvons que tenter de reconstruire à partir des fragments d'informations contenus dans les sagas nordiques,
car aucun récit autochtone de ces rencontres n'a survécu. Les sagas appellent ces habitants du Nouveau Monde Skrellings, un terme dont l'étymologie est incertaine, mais qui semble avoir une connotation péjorative, peut-être liée à la notion de crier ou de sécher, en référence à des peaux séchées. Cette désignation générique masque la diversité des peuples que les Vikings ont pu rencontrer. Car la côte est de l'Amérique du Nord, à l'époque des voyages vikings, était habitée par différents groupes autochtones avec leur propre langue, culture et mode de vie. Dans la région de Lance aux Meadows, et plus généralement à Terre-Neuve, les habitants de l'époque appartenèrent probablement à la culture Beothuk, un peuple de chasseurs-cueilleurs qui a occupé l'île jusqu'à son extinction tragique au début du XIXe siècle, victime des maladies européennes et des conflits avec les colons. Les Beothuk étaient reconnus pour leur utilisation extensive de l'ocre rouge, avec lequel ils enduisaient leur corps, leurs vêtements et leurs outils, une pratique qui leur a valu le surnom de peau rouge, de la part des Européens plus tardifs. Plus au sud, dans les régions qui pourraient correspondre au Vinland proprement dit, les Vikings ont pu rencontrer des peuples de la culture algonquienne, ancêtres des actuels Micmacs, Malécites et autres nations du nord-est de l'Amérique du Nord. Ces peuples pratiquaient une économie mixte combinant chasse, pêche, cueillette et, dans certaines régions, agriculture à petite échelle. Si les Vikings ont poussé leurs explorations jusqu'à la Nouvelle-Angleterre, ils ont pu entrer en contact avec des peuples plus méridionaux comme les Wampanoag ou les Narragansetts, qui pratiquaient une agriculture plus développée, cultivant le maïs, les haricots et les courges, la fameuse trilogie agricole amérindienne. Les sagas nous donnent quelques aperçus de ces rencontres interculturelles, bien que filtrées à travers la perspective nordique et probablement embellies au fil des transmissions orales, puis des rédactions écrites. Selon la saga des Groenlandais, le premier contact entre l'expédition de Karlsefni et les autochtones se produisit de façon inattendue. Un matin, alors que les Vikings vaquaient à leurs occupations dans leur campement, 9 embarcations de peau apparurent. À bord se trouvaient de petits hommes à l'air mauvais, avec des cheveux affreux, qui agitaient des perches comme des fléaux, probablement une référence à des propulseurs de lance. Après avoir observé les étrangers pendant un moment, les autochtones repartirent vers le sud. Le printemps suivant, un groupe plus important d'autochtones revint, cette fois pour commercer. Les Vikings échangèrent du tissu rouge, une couleur particulièrement prisée par de nombreuses cultures amérindiennes, contre des fourrures. Les autochtones auraient aussi voulu acquérir des épées et des lances, mais Karlsefni l'interdit. À la place, les femmes vikings offrirent du lait que les autochtones semblèrent apprécier. Un commerce apparemment pacifique et mutuellement bénéfique s'établit. Mais cette coexistence pacifique fut de courte durée. Selon la saga, un taureau appartenant aux Vikings sortit de la forêt en mugissant, effrayant les autochtones qui s'enfuirent vers leurs embarcations. 3 semaines plus tard, ils revinrent en grand nombre et dans des dispositions hostiles. Une bataille s'ensuivit, au cours de laquelle plusieurs Vikings furent tués, tandis que les autochtones subirent également des pertes avant de se retirer. La saga d'Éric le Rouge présente une version légèrement différente des événements. Elle décrit également des échanges commerciaux initialement pacifiques, suivis d'un incident violent. Mais dans cette version, le conflit éclate lorsqu'un autochtone tente de s'emparer d'armes vikings et est tué. Les autochtones reviennent en force et attaquent le campement. Pendant la bataille, Freydis, la fille d'Éric le Rouge, alors enceinte, affronte les attaquants. Trouvant une épée près d'un viking mort, elle dénude sa poitrine et frappe sa poitrine avec le plat de l'épée, ce qui effraie tellement les autochtones qu'ils s'enfuient. Cet épisode, probablement légendaire, illustre néanmoins le type de malentendus culturels qui ont pu caractériser ces premières rencontres. Un détail intéressant, mentionné dans les sagas, concerne la stratégie de combat des Skrellings. Ils auraient utilisé une sorte de catapulte ou de fronde pour lancer un projectile décrit comme une boule bleue noire, qui produisait un bruit terrifiant en atterrissant parmi les Vikings. Cette arme mystérieuse
a fait l'objet de nombreuses spéculations. Certains chercheurs y voient une référence à des pierres de fronde enveloppées dans du cuir ou du tissu. D'autres suggèrent qu'il pourrait s'agir d'une exagération ou d'une incompréhension d'une pratique guerrière autochtone. Ce qui est clair, c'est que malgré leur supériorité technologique en matière d'armes métalliques, les Vikings se sont trouvés en position de désavantage face aux populations locales. Leur petit nombre, même l'expédition la plus importante, celle de Karlsefni, ne comptait que quelques dizaines d'hommes, les rendait vulnérables face à des populations autochtones bien plus nombreuses et parfaitement adaptées à leur environnement. Les Vikings étaient des intrus dans un monde dont ils ne comprenaient ni les règles ni les dangers. Un aspect fascinant de ces rencontres est la question de la communication. Comment ces deux groupes, séparés par des abîmes linguistiques et culturels, ont-ils tenté de se comprendre ? Les sagas ne donnent pas de détails sur ce point, se contentant de décrire les actions et les réactions, mais pas les paroles échangées. Il est probable que la communication s'est limitée initialement à des gestes, à des expressions faciales et à l'échange d'objets, un langage universel du commerce qui transcende les barrières linguistiques. Avec le temps, si les contacts avaient été plus soutenus, un pidgin aurait pu se développer, comme ce fut le cas plus tard entre Européens et Amérindiens. Mais la brièveté de la présence viking n'a probablement pas permis un tel développement. Un autre aspect important de ces rencontres concerne l'échange potentiel de maladies. Lorsque les Européens sont revenus en force en Amérique après Colomb, ils ont involontairement déclenché ce que certains historiens appellent l'échange colombien. Un transfert catastrophique de pathogènes contre lesquels les populations amérindiennes n'avaient aucune immunité. Ce facteur a joué un rôle majeur dans l'effondrement démographique des sociétés autochtones après 1492. Les contacts vikings, cependant, semblent avoir été trop limités en durée et en ampleur pour déclencher une telle catastrophe. Les Vikings n'ont pas établi de colonies permanentes, n'ont pas importé de bétail en grand nombre, vecteur important de maladies, et leur présence a été trop brève pour permettre la propagation significative de maladies européennes. Que reste-t-il aujourd'hui de ces rencontres dans la mémoire culturelle des peuples autochtones ? Très peu, malheureusement. Les Béotucs, qui ont probablement été les principaux interlocuteurs des Vikings à Terre-Neuve, ont disparu sans laisser de témoignages écrits ou oraux détaillés de leur histoire. Les traditions orales d'autres peuples autochtones du Nord-Est contiennent parfois des références à des étrangers venus de la mer. Mais il est difficile de déterminer si ces récits font référence aux Vikings ou à des contacts européens plus tardifs. Une exception notable concerne les Inuits du Groenland et de l'Arctique canadien, qui ont des traditions orales faisant clairement référence aux Kavlunet ou Kalunat, les hommes barbus aux grandes embarcations. Ces traditions décrivent des rencontres souvent hostiles avec ces étrangers. Mais ces récits concernent probablement des contacts plus tardifs avec les colons nordiques du Groenland, plutôt que les expéditions au Vinland proprement dit. L'impact culturel de ces brèves rencontres a probablement été minimal des deux côtés. Pour les autochtones, les Vikings n'étaient qu'un groupe d'étrangers parmi d'autres dans un continent où des centaines de peuples différents coexistaient et interagissaient. Pour les Vikings, l'expérience du Vinland a été trop brève et trop marginale pour laisser une empreinte profonde sur leur culture, bien qu'elle ait survécu dans les sagas comme un épisode remarquable de leur histoire. En fin de compte, ce qui rend ces premières rencontres entre Européens et Amérindiens si fascinantes, c'est précisément leur caractère éphémère et incomplet. Contrairement aux contacts post-colombiens qui ont irrémédiablement transformé les deux mondes, les rencontres Viking-Skrulling constituent une sorte de parenthèse historique, un moment de contact qui n'a pas abouti à une connexion durable. C'est comme si l'histoire avait fait une pause, avait esquissé un chemin possible, puis s'était ravissée et avait repris son cours dans une autre direction. Le soleil a maintenant complètement disparu sous l'horizon. La plage est plongée dans l'obscurité. Les silhouettes des hommes qui s'y affrontaient se sont évanouies comme des fantômes. Mais l'écho de ces rencontres lointaines
continue de résonner à travers les siècles, nous invitant à réfléchir sur la nature des contacts interculturels et sur les chemins alternatifs que l'histoire aurait pu emprunter. Les ombres s'allongent sur les ruines reconstituées de Lens aux Meadows. Les structures de tourbe et de bois, fidèlement recréées à partir des vestiges archéologiques, se dressent comme des sentinelles silencieuses face à l'océan. À l'intérieur de l'une des maisons longues, le feu central est éteint, les banquettes vides. Une couche de poussière recouvre les quelques objets laissés derrière. Un indice du départ précipité ou planifié des occupants. C'est une image qui évoque la question centrale de notre histoire. Pourquoi les Vikings ont-ils abandonné le Vinland malgré ses ressources prometteuses ? Cette question a intrigué historiens et archéologues depuis la redécouverte de la présence nordique en Amérique du Nord. Pour y répondre, il faut considérer un ensemble complexe de facteurs géographiques, démographiques, économiques, culturels et politiques qui ont collectivement contribué à l'échec de cette première tentative européenne de colonisation du Nouveau Monde. Le facteur le plus immédiat et le plus évident, mentionné explicitement dans les sagas, est l'hostilité des populations autochtones. Les récits des affrontements entre Vikings et Skrellings suggèrent que les Nordiques, malgré leur réputation de guerriers redoutables, se sont trouvés en position de faiblesse numérique face aux habitants du Vinland. Les armes en fer et les tactiques de combat européennes n'ont pas suffi à compenser ce désavantage. Dans un environnement inconnu, loin de leur base et de leur renfort potentiel, les Vikings étaient vulnérables. Cette vulnérabilité était accentuée par la distance considérable qui séparait le Vinland de la colonie groenlandaise la plus proche. Environ 3000 km de navigation périlleuse à travers l'Atlantique Nord séparaient les établissements du Groenland de Terre-Neuve. Un voyage qui pouvait prendre 2 à 3 semaines dans des conditions optimales, mais qui pouvait s'avérer beaucoup plus long ou même impossible en cas de mauvais temps. Cette distance rendait difficile l'acheminement de renforts ou de provisions en cas de besoin, et compliquait considérablement la logistique d'une colonisation à grande échelle. Un facteur démographique crucial était la taille limitée de la population colonisatrice potentielle. La colonie viking du Groenland n'a jamais été très peuplée. Même à son apogée au XIIIe siècle, elle ne comptait probablement pas plus de 2500 à 3000 habitants. Cette population restreinte était déjà dispersée entre 2 établissements principaux au Groenland même. La perspective de diviser encore cette population limitée pour établir une 3e colonie au Vinland posait un problème démographique sérieux. Il n'y avait tout simplement pas assez de colons potentiels pour maintenir une présence viable face à des populations autochtones nombreuses et potentiellement hostiles. Des considérations économiques ont également joué un rôle. Bien que le Vinland offrit des ressources attrayantes, notamment du bois, denrée rare au Groenland, ces ressources devaient être transportées sur des distances considérables. Le coût et les risques de ces transports devaient être mis en balance avec les bénéfices potentiels. De plus, l'économie des colonies nordiques du Groenland était fortement orientée vers l'exportation de produits spécifiques vers l'Europe, notamment l'ivoire de morse, les peaux et les fourrures. Ces produits de luxe, très demandés sur les marchés européens, justifiaient les risques et les coûts du commerce transatlantique. Le Vinland, en revanche, n'offrait pas d'équivalent évident à ces produits de haute valeur qui auraient pu justifier l'établissement et le maintien d'une colonie lointaine. Un autre facteur économique souvent négligé concerne les changements dans la situation européenne elle-même. Les voyages vikings au Vinland se sont produits au tournant du millénaire, à une époque où l'Europe sortait progressivement de la période d'instabilité qui avait caractérisé les premiers siècles du Moyen Âge. Le commerce européen se développait, les routes commerciales vers l'Est, vers Byzance et le monde islamique offraient des opportunités croissantes. Dans ce contexte, l'attrait d'une aventure risquée vers l'Ouest lointain diminuait peut-être en comparaison d'alternatives plus sûres et plus proches. Les facteurs culturels et politiques ont également pesé dans la balance. La période des voyages au Vinland coïncide avec la christianisation progressive des sociétés nordiques. Le roi Olaf Tryggvason de Norvège,
qui régna de 995 à l'an 1000, et ses successeurs ont activement promu la conversion au christianisme, parfois par la force. Leif Erikson lui-même aurait été converti lors d'un séjour à la cour norvégienne et aurait ensuite introduit la nouvelle religion au Groenland. Cette transformation religieuse a probablement réorienté les priorités et les alliances des sociétés nordiques vers l'Europe chrétienne, plutôt que vers les frontières païennes de l'Ouest. De plus, la structure politique des sociétés vikings ne favorisait pas nécessairement les entreprises coloniales à long terme. Contrairement aux puissances coloniales européennes plus tardives, Espagne, Portugal, France, Angleterre, qui disposaient d'États centralisés capables de planifier et de soutenir des efforts coloniaux sur plusieurs générations, les sociétés nordiques étaient plus fragmentées. Les expéditions au Vinland semblent avoir été des initiatives privées de chefs particuliers, sans soutien institutionnel durable. Une fois ces leaders disparus, ou leurs intérêts détournés vers d'autres projets, l'élan colonisateur s'est estompé. Un facteur environnemental pourrait également avoir joué un rôle. Les voyages vikings au Vinland se sont produits pendant ce que les climatologues appellent l'optimum climatique médiéval. Une période de température relativement chaude dans l'hémisphère nord qui a duré approximativement de l'an 900 à 1300. Ces conditions favorables ont facilité la navigation dans l'Atlantique Nord et ont rendu possible la colonisation initiale du Groenland et les voyages vers le Vinland. Mais même pendant cette période relativement clémente, la navigation restait dangereuse et la fenêtre saisonnière pour les voyages transatlantiques était étroite. À partir du XIIIe siècle, avec le début du petit âge glaciaire, les conditions se sont détériorées, rendant les voyages encore plus périlleux et contribuant finalement à l'isolement et au déclin de la colonie groenlandaise elle-même. En combinant tous ces facteurs, on peut comprendre pourquoi les Vikings n'ont pas persévéré dans leur tentative de colonisation du Vinland. L'hostilité des populations locales, la distance des bases groenlandaises, les contraintes démographiques, les considérations économiques, les changements religieux et politiques et les défis environnementaux, ensemble, ces obstacles ont créé un mur trop haut à franchir pour les ressources et la volonté limitée dont disposaient les explorateurs nordiques. Il est fascinant de spéculer sur ce qui aurait pu se passer si certaines de ces conditions avaient été différentes. Si, par exemple, la population nordique du Groenland avait été plus importante, ou si les relations avec les autochtones avaient pris un tour plus pacifique, ou encore si un produit d'exportation hautement valorisé avait été découvert au Vinland, l'histoire aurait pu prendre une direction radicalement différente. Une présence européenne permanente en Amérique du Nord aurait pu être établie 5 siècles avant Colomb, créant potentiellement un pont culturel et commercial durable entre les mondes de l'Ancien et du Nouveau Monde. Mais l'histoire n'a pas suivi ce chemin. Les Vikings sont repartis, laissant derrière eux quelques traces fugaces de leur passage. Des maisons en tourbe qui se sont effondrées, des objets perdus ou abandonnés, et des récits qui ont survécu dans les sagas. Le continent américain est resté isolé de l'Eurasie pendant 5 siècles supplémentaires, jusqu'à ce que d'autres navigateurs, portés par d'autres vents historiques, n'atteignent à nouveau ces rivages. L'obscurité est maintenant complète sur les ruines silencieuses. Le vent s'est levé, apportant avec lui le parfum salé de l'océan. Dans ce silence, on peut presque entendre les échos des voix disparues, les appels des marins, les ordres des chefs, les récits des skalds, les rires et les disputes quotidiennes. Puis ces échos s'estompent, emportés par le vent vers l'est, retournant vers leur terre d'origine au-delà de l'horizon. Les vagues de l'Atlantique continuent de battre les rivages de Terre-Neuve, effaçant lentement mais inexorablement les traces du passé. Des milliers de marées ont monté et descendu depuis que les derniers dracars ont quitté ces côtes. Le temps a englouti les preuves physiques de la présence nordique, ne laissant que des fragments enfouis dans le sol, attendant d'être redécouverts. Mais si les traces matérielles ont presque disparu, l'écho de ces voyages extraordinaires a continué de résonner à travers les siècles, influençant la mémoire collective, la recherche historique et même l'imaginaire populaire.
Après le départ des Vikings, le souvenir de leur voyage au Vinland s'est maintenu vivant principalement à travers les sagas islandaises. Ces récits, transmis oralement pendant des générations avant d'être mis par écrit au XIIIe siècle, ont préservé la mémoire de ces explorations lointaines. Mais avec le temps, à mesure que l'Islande et le Groenland devenaient plus périphériques dans le monde nordique et que le Groenland lui-même sombrait dans l'isolement puis l'abandon, ces histoires ont pris un caractère de plus en plus légendaire. Pendant la Renaissance et le début de l'ère moderne, alors que les explorations européennes reprenaient et s'intensifiaient, quelques érudits scandinaves connaissaient encore ces récits. L'historien danois Torfaeus, Thormod Torfason, mentionna le Vinland dans son Historia Vinlandiae Antiquae, publié en 1705. Mais pour la plupart des Européens de cette époque, l'idée que des Scandinaves aient pu atteindre l'Amérique avant Colomb semblait relever du mythe ou de l'exagération patriotique nordique. C'est au XIXe siècle, avec l'essor du romantisme national et un intérêt renouvelé pour le passé médiéval, que les récits des voyages au Vinland ont commencé à attirer une attention plus large. Le philologue danois Carl Christian Rafn publia en 1837 ses Antiquitat Americanae, une compilation de sources nordiques médiévales suggérant une présence précolombienne en Amérique. Son travail suscita un débat considérable dans les cercles savants et stimula la recherche de preuves archéologiques. Cette quête de preuves a parfois conduit à des identifications erronées ou même à des canulars. La tour de Newport à Rhode Island, une structure en pierre dont l'origine réelle remonte probablement au XVIIe siècle, a été présentée comme un vestige viking. La pierre de Kensington, découverte dans le Minnesota en 1898, porte des inscriptions runiques censées attester d'une expédition nordique jusqu'au cœur de l'Amérique du Nord en 1362. Les experts considèrent aujourd'hui qu'il s'agit presque certainement d'un faux du XIXe siècle. Ces identifications douteuses ont paradoxalement nui à la crédibilité de la théorie des voyages vikings en Amérique, en l'associant dans l'esprit de nombreux historiens à des spéculations non scientifiques. Ce n'est qu'avec les découvertes archéologiques rigoureuses de l'Anse aux Meadows, dans les années 1960, que la réalité historique de ces voyages a été définitivement établie. Depuis lors, la recherche sur la présence viking en Amérique du Nord a considérablement progressé. Des techniques archéologiques avancées, comme l'analyse au carbone 14, la dendrochronologie, l'archéométallurgie et la paléobotanique, ont permis de mieux comprendre le site de l'Anse aux Meadows et son contexte. Des recherches similaires se poursuivent dans d'autres régions qui pourraient avoir été visitées par les Vikings, bien qu'aucun autre site nordique n'ait encore été confirmé avec certitude en Amérique du Nord. Une découverte particulièrement intrigante a été faite en 1970, lorsqu'une pièce de monnaie norvégienne datant du règne d'Olafkir, 1067 à 1093, a été trouvée sur le site amérindien de Frønesetrøtt, Goddard à Brooklyn, Maine. Cette découverte pourrait suggérer des contacts commerciaux entre Nordiques et Amérindiens bien après la période des voyages décrits dans les sagas. Mais des questions subsistent sur les circonstances exactes de l'arrivée de cette pièce sur le site. Elle pourrait aussi avoir été apportée par des commerçants européens plus tardifs. L'impact des voyages vikings sur les cultures autochtones d'Amérique du Nord reste difficile à évaluer. Certains chercheurs ont suggéré que des éléments technologiques européens, comme la métallurgie du fer ou certaines techniques de construction navale, auraient pu être transmis aux populations locales. D'autres ont cherché des influences nordiques dans la mythologie ou les traditions orales amérindiennes. Mais les preuves concrètes de tels transferts restent ténues. La brièveté et la portée limitée des contacts semblent avoir limité leur impact culturel de part et d'autre. Un domaine où l'héritage des voyages vikings est plus tangible concerne la cartographie et les connaissances géographiques médiévales. Certains historiens ont suggéré que des informations sur les terres à l'ouest du Groenland auraient pu être préservées dans les cercles savants scandinaves et auraient potentiellement influencé des cartographes plus tardifs.
La carte controversée de Vinland, un document censément du XVe siècle, mais dont l'authenticité est contestée, montre une île qui pourrait représenter Terre-Neuve à l'ouest du Groenland. Si authentique, cette carte constituerait un lien fascinant entre les connaissances nordiques et la cartographie de la Renaissance. Plus largement, l'idée que des terres existaient à l'ouest, au-delà de l'Atlantique, a persisté dans la conscience européenne, nourrie par diverses traditions, les voyages de Saint Brendan, l'île mythique de Yggdrasil, et potentiellement aussi les souvenirs distants des explorations vikings. Ces traditions ont pu contribuer à l'atmosphère intellectuelle qui a finalement conduit au voyage de Colomb et à la redécouverte européenne de l'Amérique. Dans la culture contemporaine, les voyages vikings en Amérique occupent une place significative. Ils sont célébrés dans des musées, comme le musée viking de Lance aux Meadows à Terre-Neuve, ou le musée Smithsonian à Washington, qui a organisé une exposition majeure sur ce thème en 2000. Des répliques de navires vikings ont traversé l'Atlantique, reproduisant les voyages historiques et démontrant la viabilité des techniques de navigation nordiques. Des romans, des films, des documentaires et même des jeux vidéo ont exploré cette fascinante page d'histoire, contribuant à sa diffusion dans l'imaginaire populaire. Pour les nations nordiques modernes, Norvège, Islande, Danemark, ces voyages représentent un motif de fierté nationale et un symbole de l'esprit pionnier de leurs ancêtres. Pour les Canadiens, en particulier ceux de Terre-Neuve, ils constituent un chapitre important de l'histoire précoloniale de leur pays et une attraction touristique significative. Pour les historiens et les archéologues, ils offrent un cas d'étude fascinant sur les dynamiques des contacts interculturels et les défis de la colonisation pré-moderne. Mais peut-être l'aspect le plus intrigant de cet héritage est-il ce qu'on pourrait appeler l'histoire des possibilités. La réflexion sur ce qui aurait pu se passer si les Vikings étaient restés, si un pont permanent entre l'Europe et l'Amérique avait été établi 5 siècles plus tôt. Comment l'échange de technologies, d'idées, de plantes, d'animaux et malheureusement aussi de maladies aurait-il été différent s'il s'était produit graduellement, sur des siècles, plutôt que de façon soudaine, après 1400 Taimur. 492 ? Comment les sociétés amérindiennes auraient-elles évolué avec un contact européen limité mais continu ? Comment l'histoire européenne elle-même aurait-elle changé si l'Amérique avait été intégrée plus tôt dans sa vision du monde ? Ces questions resteront sans réponse définitive, mais elles soulignent l'importance historique de ces brèves rencontres transatlantiques. Les voyages vikings au Vinland nous rappellent que l'histoire ne suit pas un chemin prédéterminé, qu'elle est faite de contingences, de possibilités explorées et abandonnées, de chemins pris et non pris. Ils nous rappellent aussi que les grands mouvements historiques, comme la découverte européenne de l'Amérique, ne sont pas des événements isolés, mais des processus complexes qui peuvent s'étendre sur des siècles et impliquer de multiples acteurs. La nuit est maintenant profonde sur l'Anse aux Meadows. Les étoiles scintillent dans le ciel dégagé, les mêmes étoiles qui guidaient les navigateurs vikings il y a 1000 ans. L'air est froid, chargé d'embruns marins. Dans ce paysage austère, à la frontière entre la terre et la mer, entre le passé et le présent, nous avons suivi les traces d'hommes et de femmes qui ont osé franchir l'immensité océanique, poussés par la curiosité, l'ambition ou la nécessité. Leur aventure s'est terminée sans accomplir toutes ses promesses, mais elle a laissé une marque indélébile dans l'histoire humaine, un témoignage de l'audace et de l'ingéniosité qui caractérise notre espèce à son meilleur. Le ciel nocturne au-dessus de l'Atlantique Nord est un spectacle d'une beauté presque irréelle. Des millions d'étoiles parsèment le firmament, leur lumière ancienne voyageant à travers le vide spatial pour illuminer la surface ondulante de l'océan. Parfois, les aurores boréales dansent que à l'horizon, leurs voiles verts et violets ondulant comme des fantômes lumineux. C'est un ciel que les navigateurs vikings connaissaient intimement. Leurs yeux exercés y lisaient des indications précieuses pour leur orientation en mer. Alors que notre voyage à travers l'histoire des explorations nordiques en Amérique touche à sa fin, prenons un moment pour contempler ce ciel
et réfléchir aux rêves qu'il a inspirés, aux aventures qu'il a guidées, au destin qu'il a façonné. Car au cœur de cette histoire se trouve le désir humain fondamental d'explorer, de découvrir, de repousser les frontières du monde connu. Les Vikings, qui ont navigué vers l'ouest il y a un millénaire, étaient portés par ce désir. Ils étaient aussi motivés par des considérations pratiques, la recherche de nouvelles terres à coloniser, de nouvelles ressources à exploiter, de nouveaux marchés à développer. Mais au-delà de ces motivations tangibles, il y avait peut-être aussi une curiosité plus profonde, une soif de connaître ce qui se trouvait au-delà de l'horizon, de voir ce que nul autre de leur peuple n'avait vu auparavant. Cette curiosité, cette volonté d'aventure, transparaît dans les sagas qui ont préservé la mémoire de leur voyage. Ces récits ne sont pas simplement des chroniques d'événements historiques. Ils sont aussi des expressions d'une vision du monde, d'une façon de comprendre la place de l'humanité dans un univers vaste et mystérieux. Les sagas nous parlent d'hommes et de femmes qui affrontent l'inconnu, qui défient les éléments, qui rencontrent l'altérité sous ses formes les plus diverses. Elles célèbrent le courage, l'ingéniosité, la persévérance face à l'adversité. Des qualités qui ont permis aux Vikings de traverser l'Atlantique avec des technologies qui nous sembleraient aujourd'hui rudimentaires. Les sagas nous parlent aussi d'échecs, de conflits, de retours désespérés. Elles nous rappellent que l'exploration humaine n'est pas une marche triomphale vers le progrès, mais un processus fait d'avancées et de reculs, de succès et d'échecs, d'opportunités saisies et d'opportunités manquées. L'abandon du Vinland, après tant d'efforts pour l'atteindre et y établir une présence, illustre les limites de l'ambition humaine face aux réalités géographiques, démographiques et interculturelles. Et pourtant, malgré cet échec apparent, les voyages vikings en Amérique représentent un accomplissement remarquable. Ils démontrent la capacité humaine à s'adapter, à innover, à oser. Ils témoignent d'une époque où la frontière entre le possible et l'impossible était constamment redéfinie par l'audace d'individus exceptionnels. Dans notre monde contemporain, où chaque recoin de la planète a été cartographié, photographié, analysé, il peut être difficile d'imaginer ce que signifiait naviguer vers l'inconnu absolu. Nous vivons à une époque où les satellites nous guident pas à pas vers notre destination, où les prévisions météorologiques nous avertissent des tempêtes à venir, où la communication instantanée nous permet de rester connectés, même dans les régions les plus reculées. Les navigateurs vikings ne disposaient d'aucune de ces technologies. Ils n'avertaient que leur sens, leur expérience accumulée, leur connaissance des étoiles et des vents, et leur foi dans leurs dieux, dans leurs navires, dans leurs compagnons et en eux-mêmes. Leur exemple nous rappelle une vérité fondamentale sur l'exploration humaine. Elle a toujours été autant une aventure intérieure qu'extérieure. Pour franchir les limites du monde connu, il faut d'abord franchir les limites de sa propre peur, de son propre confort, de ses propres certitudes. Les Vikings qui ont mis les voiles vers l'ouest ont dû affronter non seulement les dangers physiques de l'océan, mais aussi les barrières psychologiques qui limitent l'imagination humaine. Cette dimension psychologique de l'exploration est peut-être l'aspect le plus pertinent de l'héritage viking pour notre époque. Dans un monde où l'exploration géographique traditionnelle a atteint ses limites, du moins sur Terre, nous sommes appelés à explorer de nouvelles frontières, dans l'espace, dans les profondeurs océaniques, dans le monde microscopique, dans les complexités du cerveau humain et de l'intelligence artificielle. Ces nouvelles frontières exigent le même courage, la même curiosité, la même résilience que ceux dont ont fait preuve les navigateurs nordiques. En même temps, l'histoire des voyages vikings nous offre une leçon d'humilité. Elle nous rappelle que même les entreprises les plus audacieuses peuvent échouer, que le progrès n'est pas linéaire, que les connaissances peuvent être perdues, que les civilisations peuvent reculer aussi bien qu'avancer. Les siècles qui se sont écoulés entre l'abandon du Vinland et les voyages de colons représentent une pause dans l'expansion européenne vers l'ouest. Une pause qui aurait pu se prolonger indéfiniment si les circonstances historiques avaient été différentes.
Cette conscience de la fragilité du progrès humain est particulièrement pertinente à notre époque, confrontée à des défis environnementaux, sociaux et technologiques sans précédent. Comme les Vikings qui ont dû décider s'ils devaient persévérer au Vinland ou renoncer, nous sommes confrontés à des choix collectifs qui façonneront l'avenir de notre espèce. Leur expérience nous rappelle que ces choix doivent être faits avec sagesse, en tenant compte non seulement des opportunités immédiates, mais aussi des conséquences à long terme. Non seulement des avantages pour quelques-uns, mais aussi des impacts sur tous. Un dernier aspect de l'héritage viking mérite d'être souligné. Le rôle de la narration dans la préservation et la transmission de l'expérience humaine. Sans les sagas qui ont enregistré leur voyage, la mémoire des explorations nordiques en Amérique aurait pu disparaître complètement, ne laissant que des traces archéologiques énigmatiques dont le contexte aurait été perdu. Grâce à ces récits, transmis oralement puis fixés par écrit, nous pouvons aujourd'hui reconstituer, au moins partiellement, cette page fascinante de l'histoire humaine. Cette tradition narrative continue aujourd'hui sous de nouvelles formes. Livres, films, musées, sites historiques reconstitués, récits numériques. Chaque fois que nous racontons l'histoire des voyages vikings au Vinland, nous renouons avec cette tradition millénaire. Nous maintenons vivante la mémoire de ces explorateurs audacieux. Nous réfléchissons sur leurs réussites et leurs échecs. Nous interrogeons sur ce que leur expérience peut nous apprendre sur notre propre époque et nos propres défis. L'aube commence à poindre à l'horizon, dissipant lentement l'obscurité. Les étoiles s'estompent une à une, cédant la place à la lumière croissante du jour. Sur la côte de Terre-Neuve, les contours du paysage émergent progressivement de la nuit, collines basses, plages de galets, eaux grises de l'Atlantique. C'est un paysage façonné par les forces immémoriales de la nature, vent, vagues, glace, mais aussi marqué, bien que subtilement, par la présence humaine. Les Vikings qui sont venus ici il y a 1000 ans ont laissé peu de traces visibles, mais leur passage a inscrit ce lieu dans l'histoire des rencontres entre cultures, des explorations audacieuses, des possibilités historiques explorées puis abandonnées. Alors que la lumière grandit, les détails du paysage se précisent. L'Ensomidose s'éveille à un nouveau jour, comme il l'a fait jour après jour, millénaire après millénaire. Les oiseaux marins crient au-dessus de la baie. Le vent agite les herbes sur les collines. Les vagues continuent leur dialogue éternel avec le rivage. Ce paysage, à la fois immuable et en constante évolution, nous rappelle que notre passage sur Terre est bref, nos accomplissements éphémères. Et pourtant, comme les Vikings qui ont navigué vers l'inconnu, nous continuons à rêver, à explorer, à chercher de nouvelles frontières, guidés par les étoiles de notre curiosité et de notre imagination, portés par les vents de notre courage et de notre détermination. Le soleil est maintenant pleinement levé, illuminant le monde d'une clarté nouvelle. Notre voyage à travers le temps et l'espace touche à sa fin. Mais l'histoire des voyages vikings en Amérique, avec toutes ses complexités et ses mystères, continue de nous fasciner, de nous inspirer, de nous inviter à la réflexion. C'est une histoire qui nous rappelle que le passé n'est jamais complètement révolu, que ses échos continuent de résonner dans notre présent, influençant subtilement mais profondément notre compréhension de nous-mêmes et de notre place dans le grand récit de l'aventure humaine. La carte s'étend sur la table, ses contours jaunis par le temps, ses inscriptions à demi effacées témoignant des siècles écoulés depuis sa création. C'est une reproduction de la carte de Sigurdur Stefánsson, dessinée en Islande en 1570. L'une des plus anciennes représentations connues des terres découvertes par les Vikings à l'ouest du Groenland. Sur ce document fascinant, on distingue une masse de terre étiquetée Promontorium Winlandia, le promontoire du Vinland, s'étendant vers l'ouest depuis la pointe sud du Groenland. Cette carte, comme d'autres documents cartographiques médiévaux et de la Renaissance,
nous offre un aperçu de la façon dont les connaissances géographiques étaient préservées, transformées et parfois déformées au fil du temps. Elle représente un chaînon dans la longue évolution de notre compréhension de la géographie mondiale. Une évolution dans laquelle les découvertes vikings ont joué un rôle peut-être plus important qu'on ne l'a longtemps supposé. La cartographie médiévale n'était pas simplement une entreprise scientifique visant à représenter précisément le monde physique. C'était aussi une expression de conception cosmologique, religieuse et culturelle. Les mapes-mondes médiévales, comme la célèbre carte de Hereford du XIIIe siècle, plaçaient souvent Jérusalem au centre, orientée de l'est vers le haut, d'où notre terme orientation, et incluaient des éléments bibliques et légendaires aux côtés de lieux réels. Les régions périphériques de ces cartes, particulièrement les marges occidentales et septentrionales de l'Europe, étaient souvent peuplées de créatures monstrueuses et de terres fabuleuses. Dans ce contexte intellectuel, les connaissances géographiques précises acquises par les Vikings à travers leurs explorations n'ont pas toujours été intégrées dans la cartographie savante européenne. Les Vikings eux-mêmes ne semblent pas avoir produit de cartes à proprement parler, du moins aucune n'a survécu. Leur connaissance de la géographie était probablement préservée sous forme de descriptions verbales. Les directions de navigation, sailing, direction, mentionnées dans certains textes, plutôt que de représentations visuelles. Néanmoins, des informations sur les terres à l'ouest du Groenland ont circulé dans les cercles savants scandinaves et, de là, ont potentiellement influencé la cartographie européenne plus large. Adam de Brême, un chroniqueur allemand du XIe siècle, mentionne dans son Historia Hammaburgensis Ecclesiae une île appelée Vinland, découverte dans l'océan par des explorateurs nordiques et nommée ainsi en raison des vignes sauvages qui poussaient. Cette mention précoce montre que la connaissance du Vinland n'était pas confinée à l'Islande et au Groenland, mais avait atteint l'Europe continentale dès le siècle qui a suivi les voyages. La façon dont ces informations ont été intégrées dans la vision géographique médiévale du monde reste cependant obscure. La conception dominante de la géographie mondiale dans l'Europe médiévale était héritée des auteurs classiques comme Ptolémée, dont la géographie décrivait un monde constitué de 3 continents, Europe, Asie et Afrique, entourés par un océan. Cette conception n'incluait pas de 4e continent au-delà de l'Atlantique. Certains chercheurs ont suggéré que les terres découvertes par les Vikings ont été progressivement intégrées dans cette vision ptoléméenne, en étant conceptualisées comme des extensions de l'Asie. Une préfiguration de l'erreur que Colomb fera plus tard en croyant avoir atteint l'Asie alors qu'il avait découvert l'Amérique. D'autres ont proposé que ces terres ont été assimilées à des îles légendaires de la tradition atlantique, comme l'île de Saint-Brendan ou Yggdrasil, brouillant ainsi la distinction entre découverte réelle et géographie mythique. Un document particulièrement controversé dans ce contexte est la carte de Vinland, un parchemin censément datant du XVe siècle qui montre clairement une île appelée Vinlanda Insula, à l'ouest du Groenland. Acquise par l'université Yale en 1957, cette carte a suscité des débats intenses sur son authenticité. Des analyses récentes de l'encre et du parchemin suggèrent qu'il pourrait s'agir d'un faux moderne, bien que certains chercheurs continuent de défendre son authenticité. Quoi qu'il en soit, elle illustre l'intérêt persistant pour la question de savoir comment les découvertes vikings auraient pu influencer la cartographie médiévale et renaissante. Un aspect fascinant de cette question concerne la possible influence des connaissances nordiques sur les explorateurs plus tardifs, notamment Christophe Colomb. Colomb a visité l'Islande en 1476 ou 1477, séjournant à Reykjavik où il aurait pu entendre parler des terres à l'ouest. Certains historiens ont suggéré que cette visite a pu influencer sa conviction qu'il était possible d'atteindre l'Asie en naviguant vers l'ouest. D'autres soulignent que Colomb était principalement influencé par d'autres sources. Les écrits de Paolo dal Pozzo Toscanelli, la sous-estimation de la circonférence terrestre par Ptolémée,
et peut-être des informations obtenues pendant ces voyages. Le long des côtes africaines, la question reste ouverte, illustrant la complexité des transmissions de connaissances géographiques à travers les cultures et les époques. Ce qui est certain, c'est que les découvertes vikings n'ont pas été intégrées de façon systématique et durable dans la conscience géographique européenne. Quand Colomb est parti vers l'ouest en 1492, il ne cherchait pas le Vinland des Vikings, il cherchait une route vers l'Asie. Et quand il a découvert les Caraïbes, ni lui ni ses contemporains n'ont immédiatement fait le lien avec les terres mentionnées dans les sagas nordiques. Ce n'est qu'au XIXe siècle, avec la redécouverte et l'étude systématique des sagas islandaises, que la conscience des voyages vikings en Amérique a véritablement émergé dans la culture occidentale moderne. Et ce n'est qu'au XXe siècle, avec les découvertes archéologiques de Lance aux Meadows, que ces voyages ont été définitivement établis comme des faits historiques plutôt que des légendes. Aujourd'hui, les cartes satellites nous montrent chaque recoin de la planète avec une précision inimaginable pour les cartographes médiévaux. Nous pouvons suivre la route probable des navires vikings, calculer les distances qu'ils ont parcourues, visualiser les côtes qu'ils ont explorées. Et pourtant, malgré toute notre technologie, certains aspects de leur voyage restent obscurs. Les motivations précises des explorateurs, les détails de leurs interactions avec les populations autochtones, les raisons exactes de leur départ. La carte sur la table, avec ses contours approximatifs et ses inscriptions énigmatiques, nous rappelle que la cartographie n'est jamais simplement une représentation objective du monde physique. C'est aussi une expression de la façon dont nous comprenons notre place dans ce monde, de ce que nous considérons comme important, de ce que nous espérons découvrir au-delà de l'horizon connu. Les Vikings qui ont navigué vers l'ouest il y a 1000 ans étaient guidés par leur propre cartographie mentale, une vision du monde qui incluait la possibilité de terres inconnues attendant d'être découvertes. En ce sens, leur héritage le plus durable n'est peut-être pas dans les cartes physiques qu'ils ont pu influencer, mais dans cette disposition d'esprit, cette ouverture à l'inconnu, cette volonté d'aller au-delà des limites établies. C'est un héritage qui continue d'inspirer explorateurs, chercheurs et rêveurs dans notre propre époque, alors que nous traçons nos propres cartes littérales et métaphoriques des territoires encore inexplorés qui attendent notre découverte. La lumière du jour s'estompe à nouveau. Le cycle éternel continue. Les étoiles réapparaissent une à une dans le ciel du soir. Les mêmes étoiles qui ont guidé tant de voyageurs à travers les âges. Dans leur lumière ancienne, nous contemplons une dernière fois les rivages de Lance aux Meadows, là où deux mondes se sont brièvement rencontrés, là où l'histoire a esquissé un chemin avant de prendre une autre direction. Ce lieu nous rappelle que le passé est aussi riche en possibilités que l'avenir, que l'histoire humaine est un océan vaste et profond dont nous n'avons exploré que la surface. Dans la contemplation de ces mystères, dans la reconnaissance de notre place dans le flux continu du temps, nous trouvons peut-être la plus grande leçon des voyages vikings. L'humilité face à l'immensité du monde et de l'histoire, combinée avec le courage de continuer à explorer, à questionner, à rêver sous les étoiles du Nord.